L'ancien parti n'est ni trop à droite, ni trop à gauche, il est trop incohérent. Je me souviens d'une époque où on avait promis le Karcher, on n'a pas branché de tuyau. Gaullisme. Laurent Wauquiez est qu'un épiphénomène. Éric Zemmour, c'est l'assurance vie, l'assurance survie de Macron. Écoutez, si j'ai une soirée à perdre, j'irai voir ce que ça donne, mais ça va être organisé par les maires. Vous voulez qu'on lui remercie, qu'on lui lèche les babouches pour avoir pris son téléphone? Bonjour Thierry Mariani, ça fait 15 jours de notre faute qu'on n'a pas pu se voir. Je suis heureux qu'on se retrouve. Comment vas-tu Thierry? Très bien, écoute, tout va bien en France. On a un gouvernement qui a réussi à tenir 2 semaines de plus. Donc, c'est un exploit. On n'est pas encore à la médaille d'or aux Jeux Olympiques, mais les choses, malheureusement, continuent dans le marasme actuel. Oui. Alors, 2 petites informations et j'en ai découvert une en revoyant ce générique. Savais-tu, premièrement, que demain, mercredi, auront rendez-vous Laurent Wauquiez et Éric Zemmour? C'est pas extraordinaire, ça? Si, mais moi, ça ne me surprend pas. Je veux dire, aujourd'hui, d'abord, les Républicains ont une stratégie d'essayer de gober des voix partout, c'est-à-dire ils ont un pied chez Macron, un pied chez Zemmour. Avec toute la sympathie que j'ai pour Éric Zemmour, je pense que malheureusement, son mouvement aujourd'hui ne perce pas et qu'ils essayent de se rejoindre pour un peu plus de respectabilité. Ça ne me surprend pas. Voilà, j'ai entendu quand même des messages ces dernières semaines assez surprenants où on disait il faut une union des droites qui va de Édouard Philippe, qui est quand même ancien Premier ministre de M. Macron, à Éric Zemmour. Voilà, tout ça en réalité, soyons clairs, c'est un front anti-Rassemblement national. C'est tout, c'est-à-dire qu'ils voient bien que, en ce qui concerne les Républicains, ils se sont discrédités ces dernières années et que leur seul moyen pour se raccrocher aux branches, c'est effectivement de faire des alliances, quitte à ce que ce soit avec des gens qui les ont combattus. Donc voilà, ils se rencontrent. Écoutez, bonne discussion. Ah, peut-être ils prendront même un café. Alors, en parlant de républicains, hier lundi, sortait de prison finalement Nicolas Sarkozy au bout de 21 jours. Tu avais été premier sur cette chaîne à commenter justement son incarcération, en tout cas le jugement lui imposant une incarcération. Qu'est-ce qu'on pourrait en dire en 2 mots? Non, mais c'est une bonne nouvelle qu'ils sortent de prison. Soyons clairs, on passe notre temps à déplorer que les prisons soient pleines et les exemples ne manquent pas dans l'actualité. Souvenez-vous récemment encore de ces policiers qui avaient été roués de coups et les agresseurs relâchés quelques heures après. Et donc, on manque de place dans les prisons. Très sincèrement, quel que soit le résultat en appel du procès de Nicolas Sarkozy, c'est pas un homme dangereux. Voilà. Et il faut que dans les prisons, ce soit vraiment des gens qui soient dangereux, qui soient incarcérés en priorité. Le jour où on aura plus de places de prison, pourquoi pas mettre d'autres personnes. Mais aujourd'hui, moi, je considère que tous ceux qui n'ont pas fait d'acte d'atteinte à la personne sont pas prioritaires pour entrer en prison. Alors d'abord, comme je l'avais dit à l'époque, cette peine avec une application immédiate était totalement disproportionnée. Il est resté en prison un peu plus de 2 semaines. Voilà, il sort, il y aura un procès en appel. Ça libère une place de prison, ça libère aussi 2 places de prison. Oui, et puis avoir quand même un ancien président de la République en prison avec 2 policiers pour le protéger à l'intérieur de la prison, c'est quand même, tout ça a été surréaliste. Voilà. Je faisais partie de tous ces Français, y compris de ceux qui n'avaient pas voté pour lui au présidentiel. Moi, bien sûr, j'avais voté pour lui au présidentiel, mais qui trouvaient que tout ça était totalement disproportionné. Ça ressemblait beaucoup plus à un règlement de compte, je pèse mes mots, politiques, qu'à une protection de la société française ou une justice rendue au nom du peuple français. Voilà, il est dehors. Surtout quand on voit, Thierry, ce qu'on peut faire dans d'autres cellules. Ah ben écoutez, c'est extraordinaire parce qu'on a quand même eu droit pendant ces 15 jours à tout un feuilleton. Quel livre, par exemple, Nicolas Sarkozy prenait avec lui en prison? Alors il a pris le comte de Monte Cristo, on le sait, et
tout était réglementé, on nous a expliqué en ce qui le concernant. Et puis dans le même temps, d'ailleurs dans le même temps, c'est-à-dire à la veille ou la quasi-veille de la célébration des attentats terroristes qui ont frappé il y a 10 ans Paris, on apprend que M. Salah Abdel Salam, eh bien, en réalité, le seul survivant de ce commando terroriste, lui, a droit à un ordinateur dans sa cellule, qu'on lui fait même passer des clés USB pour qu'il regarde de la propagande islamiste. Enfin, tout ça est surréaliste. C'est-à-dire que par moment, on se demande si les vrais terroristes, les vrais dangers pour la société sont vraiment surveillés et, j'allais dire, sont dans un milieu où ils n'ont accès à rien. C'est visiblement pas le cas quand on voit le traitement de ce terroriste. Et puis, par contre, on emmerde, excusez-moi, un ancien président de la République. Voilà, il a fait ses 14 jours de prison. J'espère que ceux qui l'ont mis en prison sont satisfaits. Et puis, maintenant, j'attends son procès en appel. Mais cet acharnement sur Nicolas Sarkozy me semble, je le dis quand même maintenant, un peu surréaliste. Franchement, il y a des vrais délinquants qui mettent la société française en danger, qui attaquent nos policiers, qui attaquent nos citoyens. Ce serait quand même beaucoup mieux si la justice se concentrait sur eux. Allez, on a fini cette introduction longue mais passionnante de cette émission. On va rentrer dans les sujets que tu as souhaité aborder cette semaine. Alors, le premier sujet, c'est un sujet sur le fameux 19e paquet de sanctions de l'Union européenne vis-à-vis de la Russie et qui notamment sanctionne la Russie sous deux angles. Premièrement, le tourisme, il est désormais interdit pour une société de tourisme, une agence de voyage, parlons simplement, une agence de voyage en Europe, il est interdit désormais de faire visiter la Place Rouge, l'Ermitage à Saint-Pétersbourg ou le Baïkal. C'est complètement interdit parce que, bien entendu, c'est censé favoriser l'économie russe pour la guerre en Ukraine. Donc, voilà. Deuxième sanction, elle se passe au niveau des visas. Désormais, les citoyens russes ne peuvent plus demander de visa Schengen, si je ne dis pas d'erreur. Tu vas nous clarifier la situation sur ces deux points. Est-ce que c'est une décision dans l'intérêt de l'Union européenne? Est-ce qu'elle a un sens vis-à-vis de cette guerre en Ukraine? Écoutez, je pense que l'Union européenne continue son suicide à travers ses sanctions. Alors, d'abord, le dernier train de sanctions qui a été adopté, disons-le quand même clairement, les mesures principales touchent les sociétés pétrolières russes. Et là, effectivement, je pense que ça les gênera. Soyons honnêtes, ça les gênera. Mais ce n'est qu'une sanction de plus qui concerne tout le secteur énergétique que petit à petit l'Union européenne essaye d'annihiler et de détruire, soyons clairs, en Russie. Est-ce que ça marche? Oui, ça gêne bien sûr le secteur énergétique russe, mais on voit très bien que de nouveaux débouchés entre-temps ont été trouvés. Il n'y a pas que l'Europe comme client. Il y a des pays aussi qui peuvent s'appeler l'Inde ou la Chine. Il y a même des pays qui peuvent s'appeler la Turquie ou l'Azerbaïdjan, qui peuvent l'acheter pour nous le revendre après. Et on le sait très bien au niveau européen, mais on ferme les yeux en disant non, non, c'est du gaz azéri, c'est pas du gaz russe, donc tout va bien. Donc, et puis, l'Union européenne, à chaque fois, fait des efforts d'imagination. Parce qu'on en est quand même au 19e train de sanctions. Donc, on a fait, je ne vais pas vous énumérer toutes les sanctions les plus baroques qui ont pu être prises. Et donc, dans ce dernier train, il y a deux mesures. Alors, ce n'est pas les premières, elles sont passées quasiment inaperçues dans la presse. Parce qu'en plus, je trouve qu'elles sont ridicules. Deux mesures qui touchent le secteur touristique. La première, tu as raison, c'est celle qui demande des mesures et organise en réalité le blocage des agences de voyage pour que celles-ci n'organisent plus des voyages en Russie. Alors on peut se demander pourquoi. Alors il faut lire la suite parce qu'on dit que la rentrée de devises qui est ainsi procurée par les touristes européens qui y vont en Russie soutient l'économie de guerre. Voilà. La question, c'est combien de touristes européens vont encore en Russie? Soyons clairs, très peu.
très peu, parce que même si on peut toujours avoir des visas sans trop de problèmes, ça c'est même, je trouve, bien accéléré, puisque la procédure, puisque désormais, vous le savez, chaque citoyen européen, et y compris français, donc peut demander un visa sur Internet, comme on le fait pour les ESTA aux États-Unis ou dans d'autres pays. Et donc, vous pouvez avoir un visa en Russie pour la Russie en 48 heures. Oui, 72 Donc, heures. comment? Je disais, oui, 72 heures, effectivement. Voilà, 72 heures. Et ça marche nettement mieux qu'avant, où il fallait apporter son passeport, attendre, etc. Donc, en réalité, on peut toujours aller en Russie. Et on peut, malgré cette mesure de sanction, toujours y aller. Sauf que ce sera plus que des voyages individuels. Soyons sérieux, l'essentiel des personnes de l'Union européenne qui continuent à aller en Russie, ils vont très souvent par leurs propres moyens, soit parce qu'ils ont des connaissances, soit parce que ils ont encore quelques affaires à y faire. Donc, à mon avis, ça ne va pas changer grand-chose. Je serais curieux de savoir combien il y avait de centaines, je ne dis même pas de milliers, de centaines de touristes français qui sont allés l'année dernière en Russie dépenser leur argent. Alors, donc, le but est très clair. C'est officiellement pour ne plus apporter de l'argent à l'économie de guerre. Très sincèrement, ça me semble complètement surréaliste. Est-ce que c'est pas plutôt pour ne plus avoir de touristes qui disent finalement, en Russie, on mange normalement, on se chauffe normalement, on éclaire normalement, et quand on écoute tous les délires de certaines chaînes, j'ai encore entendu cette semaine sur BFM qu'un économiste de l'IFRI, Institut français des relations internationales, expliquait que la Russie était au bord de la faillite, que la Russie était au bord de craquer économiquement. Quand on voit la réalité, on n'en est pas convaincu. Voilà, est-ce que c'est ça? Mais après, il y a encore une nouvelle sanction qui a été prise, et celle-là, elle était encore aussi passée inaperçue, parce qu'il faut vraiment lire les listes de sanctions et y prendre son temps. Eh bien, donc, il y a une décision depuis 15 jours qui désormais interdit les visas multi-entrées. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous demandez un visa, vous le savez, vous pouvez avoir une seule entrée de telle date à telle date, ou alors un visa multi-entrée où on vous dit pendant les 3 prochaines années, vous pouvez entrer et sortir en Europe comme vous le souhaitez. Soyons clairs, c'était la majorité des visas en général qui étaient au bout du 2e ou 3e voyage en Europe, des visas multi-entrées. Eh bien, je ne comprends pas entre nous l'intérêt de tout ça, et une fois de plus, je pèse mes mots, je dis on se tire une balle dans le pied. Pourquoi? Avant l'opération spéciale, j'ai vérifié les chiffres, c'est les chiffres de l'Union européenne. En 2023, il y avait encore 2023, donc c'était même au début de l'opération spéciale. En 2023, on avait reçu dans l'Union européenne 4 millions de touristes russes. 4 millions de touristes russes. L'année dernière, en 2024, il en restait plus que 500 000. C'est-à-dire, soyons clairs, on a perdu 3 500 000 touristes russes qui venaient dépenser leur argent et qui venaient faire tourner en France comme dans les autres pays des hôtels, des restaurants, des commerces. Eh bien, on est tout fiers de dire les Russes, on va les priver, ils ne pourront pas survivre. Ça va certainement être une sanction qui va les frapper définitivement et peut-être arrêter la guerre. On va leur interdire de venir en Europe. Voilà. Donc, c'est une très mauvaise nouvelle pour toutes nos commerces ou industries qui tournent autour du tourisme, parce que ça veut dire qu'en clair, le but est de passer de 4 millions de touristes russes qui venaient dans l'Union européenne à 100 000 maximum, puisqu'on était à 500 000 avec les visas multi-entrées. Voilà. Écoutez, si nos hôteliers, nos restaurateurs ont des problèmes, regardez peut-être la clientèle qu'on vient de perdre et qu'on est en train de perdre. Alors là aussi, il faut être logique, puisqu'on veut supprimer les voyages en Russie, parce que, paraît-il, ça rapporte de l'argent pour continuer la guerre. C'est certainement vrai que ça rapporte un tout petit peu d'argent. Mais comme on en recevait
10 fois plus dans l'Union européenne, eh ben nous, on perd encore plus d'argent pour cela. Voilà. C'est pour moi l'exemple type de sanction stupide de l'Union européenne où en réalité on se tire 2 balles dans le pied. Voilà. Nos hôteliers, nos restaurateurs, s'ils sont de moins en moins pleins dans les saisons à venir, eh bien, ils pourront dire merci à l'Union européenne. Et après, je vais vous faire une confidence, mais vous n'avez pas besoin de moi pour y penser. Quand on voit des Russes et qui désormais ne peuvent plus aller dans l'Union européenne, ils arrivent à survivre. Ils arrivent à survivre. Il suffit d'aller à Dubaï, par exemple. Il suffit d'aller en Turquie. Et malheureusement, une plage à Antalya ou une plage à Dubaï, c'est aussi agréable qu'une plage sur la mer Méditerranée. La seule différence, c'est que ce sont des Turcs ou ce sont les Émiratis qui encaissent les profits de ces voyages. Merci l'Union européenne pour tous nos industriels ou nos commerçants qui sont dans le tourisme. Vous les privez de clients et ça ne changera rien à la guerre. Absolument. Et alors, juste avant de faire cette transition vers le deuxième thème que tu nous as choisi, je rappelle que Divergence Politique n'est pas une société basée en Europe. Donc, vous pouvez continuer à utiliser nos services pour venir en Russie, que ce soit pour du tourisme, ouverture de compte bancaire. N'hésitez pas, tout est en descriptif de cette vidéo. Le petit lien divergencepolitique.fr/service. Allez, petite transition. Et puis, on passe au deuxième sujet qui t'a vraiment marqué cette semaine. C'est l'accélération d'intégration dans l'Union européenne de l'Ukraine. Son impact, notamment pour nos agriculteurs, au moment où, justement, on parle de la validation de l'accord du Mercosur. Voilà, si vous aimez cette chaîne, si vous aimez cette émission, n'hésitez pas, faites un like, abonnez-vous. On a dépassé 20 000 abonnés hier soir, on était très heureux. On vous redit 1000 fois merci. Pareil, 1500 abonnés sur le canal Telegram. Sur le canal Telegram, je vous rappelle, il y a plein de choses intéressantes, des sondages, des articles, des petites vidéos. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous utilisez Telegram, à rejoindre le canal Telegram. Dans la barre de recherche, vous mettez Divergence Politique, à vous abonner à cette chaîne, à mettre un like à cette vidéo, un j'aime pour dire un mot en français, et activer la cloche pour avoir une notification. Thierry, alors, c'est ce deuxième thème que tu as souhaité parler, dont tu as souhaité parler, le Mercosur, bien entendu, et son impact sur notre économie agricole européenne, française, et puis l'intégration de l'Ukraine. Qu'est-ce qu'on peut en dire aussi sur ce volant? Alors, quel est le point commun entre le Mercosur qui touche l'Amérique latine et l'Ukraine qui n'est pas en Amérique latine, comme chacun le sait? Eh bien, dans les deux cas, c'est que nos agriculteurs vont en prendre plein la gueule. Pourquoi? Parce que d'abord, le Mercosur, tout le monde était d'accord en France pour le dénoncer. C'est un accord en réalité qui est inégal. On n'est pas contre le libre-échange. On est contre le libre-échange quand il se déroule dans des conditions où un des interlocuteurs ne respecte pas les règles. Or, je te le rappelle, dans le Mercosur, en réalité, ça signifie que l'Union européenne va importer des produits d'Amérique latine dont certains ne respectent absolument pas les contraintes qu'on demande à nos agriculteurs en termes de production, en termes d'utilisation de produits phytosanitaires, de pesticides, etc. Et donc, il faut savoir que désormais, sur le marché européen et donc sur les marchés français, vous aurez des produits qui viennent d'Amérique latine et qui ne respectent pas les mêmes obligations sanitaires que nos agriculteurs, et donc c'est un danger pour le consommateur. Alors, à cela, l'Europe vous dit oui, mais on a mis en place des contrôles, on a demandé au Brésil de les mettre tel contrôle, à l'Argentine de faire cela, etc. Soyons sérieux, on sait très bien que 2 fois sur 3, ces contrôles ne sont pas respectés. Et donc, jusqu'à présent, M. Macron avait fait des déclarations très martiales. Jamais il accepterait, jamais il ne ferait signerait ce traité, etc., etc. Et puis, comme d'habitude, Macron a changé d'opinion. Alors, il voulait absolument, je suppose, sa photo à Belém avec M. Lula. Et pour cela, comme par hasard, 48 heures avant, il a expliqué que finalement, désormais, on pouvait signer le traité du Mercosur côté français parce qu'on avait obtenu des clauses de sauvegarde. Alors, d'abord, je pense que M. Macron est satisfait parce qu'à Belém, aux côtés de M. Lula,
à ce sommet qui finalement est là pour sauver la planète, mais ce qui est quand même gênant, c'est qu'il n'y a ni les États-Unis, ni la Chine, ni l'Inde. Donc en réalité, trois des plus gros pollueurs, on peut dire, notamment bien sûr la Chine et les États-Unis, qui ne sont pas présents. Et finalement, Macron est là en quelque sorte en vedette de deuxième division, puisque les vœux de la première division, c'est même pas déplacé. Et donc, ça lui a permis d'avoir une poignée de main avec Lula, de le caresser par l'épaule comme il adore faire, etc. Tout ça est ridicule parce que désormais, bien sûr, pour M. Lula, eh bien, M. Macron a accepté le Mercosur. Mais par contre, qu'est-ce que sont ces fameuses clauses de sauvegarde? Elles ne valent rien, je le dis très clairement, elles ne valent rien parce qu'elles seront très probablement jamais mises en place ou jamais respectées. Et c'est ma transition vers ce qui se passe avec l'Ukraine. Parce que ce qui se passe avec l'Ukraine, c'est exactement ce qui va se passer avec le Mercosur. Sournoisement, en matière agricole, l'Ukraine est quasiment déjà dans le marché commun. Pourquoi? Parce que, ne l'oubliez jamais, l'Ukraine a une surface agricole qui est la plus importante si demain elle rentrait dans l'Union européenne. Sa surface agricole est supérieure à la surface agricole française. Et donc, si elle rentrait demain dans l'Union européenne, son poids bouleverserait toute l'économie agricole du continent et en particulier mettrait en grand danger une partie de nos producteurs et surtout consommerait l'essentiel des crédits de la politique agricole commune. Or, en réalité, est-ce que l'Ukraine aujourd'hui est dans le marché commun et peut écouler ses produits agricoles dans l'Europe comme elle veut? Réponse sur le papier, non. Dans les faits, quasiment oui. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ça avait déjà commencé avant l'opération spéciale, mais depuis que celle-ci a été déclenchée, on signe en permanence des accords pour faire en sorte que l'Ukraine puisse importer ses produits dans l'Union européenne sans droit de douane. Je prends un exemple de produit industriel, l'acier. L'acier européen et notamment l'acier français dans une crise complètement folle parce que, par exemple, désormais, on reçoit l'acier ukrainien sans droit de douane. Et bien sûr, c'est des produits qui viennent en concurrence avec l'acier français ou l'acier des autres pays européens. Mais surtout, pour notre agriculture, ce sont des pays qui rentrent désormais sans droit de douane, avec des quotas, avec des conditions, par exemple, là aussi, comme pour le Mercosur, phytosanitaires, mais qui ne sont quasiment pas contrôlés. Pourquoi j'hésite sur le quasiment? Parce qu'en réalité, on a délégué ce contrôle aux autorités ukrainiennes. Donc on demande en clair à un pays qui est en guerre, à un pays qui a une administration qui forcément a des difficultés à fonctionner, on leur demande d'aller voir si le blé qu'ils nous vendent est bien sans OGM ou sans je ne sais quoi, et pour pouvoir l'exporter en Europe. Vous vous en doutez qu'il y a certainement des certificats qui sont délivrés, mais quelle est la valeur de ces certificats? Je ne sais pas comment ça se dit en ukrainien combien, mais je pense que c'est des certificats qui doivent plutôt s'acheter que s'obtenir normalement. Et donc, parce que quand on connaît le niveau de corruption de ce pays, on peut se douter, je vais peut-être choquer certains de vos auditeurs, mais on peut se poser vraiment la question comment sérieusement ces contrôles peuvent être faits. Et donc, l'Union européenne avait dit qu'il y aurait des clauses de sauvegarde. Alors, elles existent toujours en théorie, puisqu'il y a des seuils à ne pas dépasser. Mais ces seuils, on les augmente sans cesse. Et donc, en réalité, la quasi-totalité des produits peuvent rentrer dans l'Union européenne en termes de produits agricoles. Pour les Français, ça concerne surtout le sucre. On en a beaucoup parlé à une époque. Ça concerne les œufs, ça concerne les poulets. Je rappelle que M. Yuri Kosouk, le roi du poulet ukrainien qui vit à Londres et qui a sa société à Chypre, en réalité est le premier profiteur de cette mesure qui, normalement, on nous expliquait, est là pour sauver le petit agriculteur ukrainien. Bref, mais pour les pays voisins de l'Ukraine en Europe de l'Est, pour être clair, je pense à la Hongrie, à la Pologne, à la Slovaquie, à la Tchéquie, les agriculteurs souffrent énormément parce qu'ils sont bien sûr en première ligne pour l'importation de ces produits. Et alors, l'Union européenne avait dit à chaque fois, mais on va adopter un plan de sauvegarde et d'aide pour les agriculteurs des régions les plus touchés par l'importation des produits
agricole ukrainien et on va aider ces agriculteurs pour les pertes qu'ils subissent. Et nos amis, le gouvernement polonais, le gouvernement tchèque, par exemple, avaient dit banco. Eh bien, qu'est-ce qu'on a appris la semaine dernière? Que finalement, l'Union européenne a abandonné ce plan en disant, écoutez, on ne va pas dépenser des millions pour soutenir les agriculteurs tchèques, hongrois, polonais, slovaques, et je dois en oublier, roumains, qui sont à la frontière ukrainienne et qui prennent cette concurrence de plein fouet. Donc, ce qui se passe pour l'Ukraine, c'est ce qui se passera pour le Mercosur. Monsieur Macron fait le cacou en nous expliquant qu'il a obtenu des conditions qui vont protéger le marché. Elles ne se mettront jamais en place ou elles seront purement fictives. Les agriculteurs des pays de l'Europe de l'Est dans l'Union européenne ont fait confiance à l'Union européenne. Aujourd'hui, ils sont trahis. Ils sont trahis pourquoi? Parce qu'en réalité, cette Union européenne est en panne sur tout. Sur tout. Regardez, hier, je vais vous faire une confidence, hier, j'étais à une rencontre avec des ambassadeurs du Moyen-Orient. Et tout le monde regardait ces messages, mais avec le décalage horaire, ils attendaient, pour savoir quelle était la réaction de Trump après sa rencontre avec El Jouani, le président social-démocrate qui a été reconverti, enfin plutôt le président ancien terroriste reconverti en social-démocrate de la Syrie. Et en réalité, à un moment, je leur ai dit, vous vous rendez compte que l'Europe est totalement un spectateur. On est tous là à regarder ce qui se passe aux États-Unis, mais en réalité, on ne compte plus au niveau de l'Union européenne. Et sur tous les domaines, si vous regardez, l'histoire se déroule sans l'Union européenne. On est absent des pourparlers de paix qu'il y a eu, par exemple, au Moyen-Orient. On est absent de ce qui se passe même dans le centre de l'Afrique, où Trump est à la manœuvre entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. On est absent sur quasiment tous les domaines. Pourquoi? Même sur la question ukrainienne? Oui, sur la question ukrainienne, on subit. Moi, tout le monde a oublié la réaction de M. Costa. Costa, je le rappelle, c'est quand même le président du Conseil, c'est un Portugais. Qu'est-ce que c'est que le président du Conseil? On parle beaucoup de la Commission qui est présidée par Mme von der Leyen, mais le Conseil européen, c'est la réunion des chefs d'État ou chefs de gouvernement. Et elle est présidée par M. Costa, qui est portugais. Et quelques jours après que l'Union européenne et Mme von der Leyen soient allées plier le genou devant M. Trump et accepter sans aucune mesure de rétorsion ou sans se défendre les taxes douanières supplémentaires que nous imposaient les États-Unis de M. Trump. Et il était, je me souviens, à un colloque, je crois que c'est la ville s'appelle, je crois, Berg, et on lui a demandé, mais pourquoi l'Europe n'a pas réagi? Et il a eu cette phrase, peut-être qu'il a lâchée à l'insu de son plein gré, comme dirait un cycliste bien connu, mais qui était honnête. Il a dit, écoutez, on a tellement besoin des États-Unis pour notre front oriental qu'on ne peut pas rentrer en conflit avec eux. Sous-entendu, on veut absolument qu'ils continuent à soutenir l'Ukraine, qu'on ne va pas discuter les droits de douane. Donc, si on doit sacrifier quelques pans de notre industrie pour soutenir l'Ukraine, eh bien, on en payera le prix. Et en réalité, aujourd'hui, et il y en a un qui l'a bien compris, qui est M. Orban. Il a fait un tweet en expliquant que 20% du budget européen tournait désormais en soutien à l'Ukraine. J'ai essayé de faire le compte, je pense qu'il a un peu exagéré, soyons honnêtes, mais ce qui est sûr, c'est que largement plus de 10% du budget de l'Union européenne, et je rajoute, de tout ce qui se passe dans l'Union européenne, aujourd'hui est focalisé sur l'Ukraine. Comment soutenir l'Ukraine? Comment faire en sorte que cette guerre continue? Comment faire en sorte de soutenir les agriculteurs, l'industrie, l'acier, l'économie, de payer le budget? Et que le seul grand projet de l'Union européenne en ce moment, je suis désolé, c'est de continuer cette guerre. C'est de continuer cette guerre jusqu'au dernier Ukrainien, en essayant de jamais, bien sûr, mêler un seul soldat européen. Mais en réalité, c'est notre seul projet, c'est notre seule obsession. Quand vous discutez avec
Quand vous regardez d'ailleurs la conférence de presse de Madame Kallas, qui est responsable de la politique étrangère de l'Union européenne, eh bien, il n'y a que ça qui existe. L'Afrique, on n'en parle plus. Le Moyen-Orient, finalement, les États-Unis font ce qu'ils veulent ou ce qu'ils peuvent. Et c'est plutôt réussi, soyons honnêtes, pour le moment. En Asie, on compte les points. Mais nous, on a le soutien à l'Ukraine. Voilà. Et puis après, je vous fais l'étape suivante. Après, on devra reconstruire l'Ukraine. Parce qu'au plus une guerre dure, quelle qu'en soit l'issue, au plus les destructions durent. Et faisons confiance aux États-Unis pour être prêts à participer à la reconstruction de l'Ukraine, à condition que ce soit l'Union européenne qui la paye. À eux les contrats, à nous les dépenses. Et je pèse mes mots, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais je pèse ma formule. Je pense que le conflit en Afghanistan a marqué le début de la fin de l'URSS. Je pense que le conflit en Ukraine et cette obsession de l'Union européenne à vouloir le continuer jusqu'au dernier Ukrainien, à vouloir prendre en charge tout ce qu'on peut pour que cette guerre continue, marque le début de, je ne vais pas dire la disparition de l'Union européenne, mais le début de la fin du projet européen tel qu'on l'a imaginé. Parce qu'on a désormais une Europe qui s'endette. Madame von der Leyen est en train de prendre le rôle qu'a pris M. Macron au niveau de la France. Alors, soyons honnêtes, la France n'avait pas attendu malheureusement M. Macron pour s'endetter, mais il a été meilleur que tout le monde. Voilà. Et Madame von der Leyen, alors qu'elle avait hérité d'une situation en Europe qui était plutôt saine au niveau des finances, quand on lit le dernier rapport de la Cour des comptes, et j'invite tous vos auditeurs à le lire, vous le trouvez sur Internet, il est traduit dans toutes les langues de l'Union européenne, vous tapez Cour des comptes de l'Union européenne, vous lisez la situation budgétaire, et bien, l'avis sur le budget, il est extraordinaire, il dit deux choses. Il dit d'abord le fameux plan Covid qui devait être extraordinaire et qui devait être financé par des ressources propres, c'est-à-dire des ressources que l'Union européenne espérait toucher et créer directement. Exemple, des ressources sur les produits plastiques, des ressources sur une sorte de taxe carbone pour tous les produits qui rentraient dans l'Union européenne. Ces ressources n'ont jamais été mises en place. Donc, en réalité, qui va rembourser le plan Covid? Eh bien, ce seront les contribuables de chaque pays. Et à partir de 2028, c'est demain 2028, attendez-vous à ce que, quel que soit le chef de l'État français, ils disent « Ah, mais les premières annuités du plan Covid à rembourser arrivent ». Je ne résiste pas au fait de vous rappeler que la France a touché 40 milliards et on va devoir en rembourser à peu près le double, à une époque où les taux d'intérêt étaient à zéro. Et que l'Italie, où tout le monde en ce moment s'extasie en disant « Madame Meloni fait des miracles ». Si vous me permettez, je pense qu'elle ne fait pas des miracles, elle se débrouille bien. Soyons honnêtes, elle se débrouille très bien. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que dans ce fameux plan Covid de 750 milliards, l'Italie en a touché à peu près 200 milliards à elle seule, c'est-à-dire 5 fois ce qu'a touché la France. Donc, quand vous avez une économie qui reçoit quasiment 200 milliards de subventions de l'Union européenne, ça vous aide un peu. Voilà. Donc, je répète, je ne veux pas, j'aime bien Madame Meloni, je ne veux pas diminuer ses résultats, mais l'Union européenne aide beaucoup et ça vous explique peut-être aussi pourquoi tous ceux qui s'attendaient à une confrontation Meloni-Van der Leyen ne voient pas cette confrontation venir, au moins tant que l'Italie doit toucher le fameux plan Covid. Mais en reste, je reviens au départ. Voilà, l'Ukraine, en réalité, tout est sacrifié pour continuer cette guerre et nos agriculteurs sont les dernières victimes, comme nos professionnels du tourisme qui verront encore moins de touristes de Russie arriver. Bon courage pour l'avenir. Il paraît que ça va traumatiser les Russes. En attendant, les Européens vont perdre de l'argent. Merci Thierry. En tout cas, ça a été une émission absolument prolixe cette semaine. Beaucoup de sujets passionnants. On se retrouvera donc dès la semaine prochaine. Le seul mot que je pourrais dire, je retiens et que j'ai retenu de tout ce que tu as dit, c'est que finalement,
grâce à ce conflit en Ukraine, ce sera peut-être la fin de cette Union européenne qui est un marasme, est un naufrage pour notre pays. Moi, je le Alors, souhaite. si tu permets, Vas-y, je souhaite pas la fin de l'Union européenne. Je souhaite le retour de l'Union européenne à ce qu'elle aurait dû toujours rester, avec ce qu'est défendu le général de Gaulle, c'est-à-dire une Europe des nations où il n'y a pas une administration qui essaye de tout cannibaliser et où on collabore pour le meilleur et c'est tout. Voilà. Erasmus, c'est très bien. La politique agricole commune telle qu'elle avait été faite au départ, c'est très bien. Mais un marché commun qui est devenu une passoire et qui accepte tout le monde, c'est une ruine. Or, c'est ce que veut aujourd'hui cette administration à Bruxelles. Oui, à l'Union européenne de ses origines, mais pas dans une Union européenne qui se prend désormais de plus en plus pour l'Union soviétique. Ah bah, on est 1000 fois d'accord. Allez, c'est un merveilleux mot de la fin. À toutes et à tous, bonne semaine sur Divergence Politique. Demain soir, ce sera Claude Janvier qui sera à l'antenne. Jeudi soir, ce sera Nicolas Mirkovic. En attendant le retour de vos troublions préférés, Xavier Moreau, Fabrice Orlin, dimanche soir dans le 56e de mémoire épisode de Divergence. Thierry, à mardi prochain et bonne semaine à toutes et à tous. Nous sommes en guerre. Chercher l'argent là où il se trouve. Il y a un autre endroit où il se trouve, mes chers collègues, c'est dans l'épargne des Français.